Paris-Anime Curial. Il y a eu 150 personnes qui sont venues voir là-bas dans la salle de projection du centre Paris-Anime Curial et on a gagné. Un spécialiste du rap. Voilà, on a gagné trois prix avec ce film. Donc il y a des pupitres numériques et les enfants, enfin les visiteurs de tout âge peuvent s'adonner à la recherche, à construire des puzzles. Voilà, ça c'est le château de Sceaux. Très bien. Voilà, ça c'est le 28 juin à 15h donc ici. Et la fête du Valais, ça va être à Marseille ici le 21. Alors bonjour, alors merci Géraldine pour l'accueil de la microfolie et du département de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes tous à peu près au courant de cette microfolie. Je ne sais pas si tu veux un peu dire deux mots. Deux mots, déjà tout a été dit tout à l'heure, mais comme il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, déjà bienvenue. Donc moi je suis Géraldine, je suis donc la coordinatrice de ce lieu qui a ouvert au mois de mars. Et on a cette particularité, c'est qu'on est installé dans un collège. Pourquoi un collège? Puisque ce sont les compétences des départements, donc on est un peu ici, je ne devrais pas dire ça, mais un peu chez nous. Et donc on occupe en fait cette salle polyvalente dans le collège, on l'occupera tout au long de l'année, même à partir de septembre, puisqu'on va accueillir les collégiens à partir de septembre. Et on est ouvert à l'ensemble de la population, des publics, à tout le monde, les mercredis et les samedis, et les vacances scolaires. Vous aviez déjà entendu parler des microfolies? Des microfolies, oui. Oui, alors bon, il y en a beaucoup maintenant en France, il y en a Oui. plus de 500. Elles sont souvent portées par des communes. Nous, on a été effectivement le département un peu précurseur en la matière et le département de la Seine-Saint-Denis a souhaité effectivement acquérir deux microfolies. C'est un dispositif au départ du ministère de la Culture qui a été créé en 2019. Et le cœur des microfolies, c'est le musée numérique au départ. Donc on est partenaire avec plein de musées et d'institutions. Et donc on a la possibilité de projeter, on a les droits de projeter en fait les chefs-d'œuvre de façon numérique sur écran, comme l'écran que vous avez là devant vous. Et en temps normal, elles sont sur le côté, mais vous avez une tablette interactive où le visiteur peut s'arrêter sur les œuvres d'art projetées et en savoir davantage sur l'œuvre. Il y a même des jeux si vous êtes accompagné d'enfants. Voilà, donc ça c'est le dispositif Microfolie. À côté de ça, on mène aussi, on a un espace Fab Lab, donc c'est un endroit où on mène des ateliers à la fois créatifs, numériques, arts plastiques, voilà. Il se passe plein de choses. On a ce petit coin aussi là-bas lecture. Et puis on a aussi, on est équipé de casques de réalité virtuelle, puisque Arte nous fournit en contenu, évidemment culturel, de films donc en 3D. Voilà, donc on a toute une programmation dans ce lieu. Si vous le souhaitez après, on a encore les programmes qui commencent à se terminer, puisqu'ils se terminent au mois de juillet. On repartira après, à partir de septembre, sur une nouvelle programmation, mais si vous souhaitez en prendre avant de partir, c'est tout à fait possible. Prochain temps fort de la microfolie, pardon, Anne-Marie, je fais un peu plus. Le 21 juin, pour la fête de la musique, ici, il y aura un concert gratuit de beatbox, avec End of the Game, qui est un collectif d'artistes, qui viendra donc réaliser à la fois des ateliers pour les enfants, mais aussi le concert donc, du 21 juin. Et puis on a aussi en exclusivité la grande chance de pouvoir aussi projeter un spectacle donc, de danse contemporaine. C'est une compagnie, alors c'est un spectacle qui s'appelle Tofol de Raphaël Bonacella et Mélanie Lane. Et donc voilà, on a vraiment la chance de pouvoir projeter ce très beau spectacle de danse contemporaine. Donc ça c'est le 28 juin à 15h et c'est gratuit aussi. Voilà, merci.
Très bien, alors merci d'être venu jusqu'à la Courneuve. Donc pour redécouvrir, je dirais, plutôt un fragment de la programmation de synesthésie. Donc on est dans... Alors synesthésie, justement, était un projet qui était beaucoup aidé par le département, beaucoup accompagné par le département, et on a fait plein de choses avec eux, et je leur en suis très reconnaissante. Je vais vous d'abord faire l'introduction, faire une petite introduction, et ensuite je passerai la parole à Simon Boudvin, qui est l'artiste qui est invité aujourd'hui et qui va vous présenter plus en détail une œuvre, une pièce, enfin je ne sais pas comment on dit, un ensemble qu'il avait fait et qu'il avait réalisé il y a 20 ans. Donc on est en plein rétro art, puisque ce sont des œuvres qui n'existent plus, qui existent, mais qu'on ne peut plus montrer pour l'instant, qui ont déjà besoin de restauration, en fait. Des œuvres numériques, mais qui ont été faites un petit peu trop tôt, peut-être, enfin, en tout cas avec des formats de l'époque qui ont évolué et qui maintenant ne peuvent plus être montrés, enfin, peuvent être montrés, mais dans certaines conditions. Enfin, c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'œuvres, hein. C'est pas seulement le cas du numérique. Voilà, donc je voulais vous faire une petite introduction sur... enfin, bon, je suis désolée, je ne sais pas trop quel public serait là, à part beaucoup d'entre vous qui m'avaient confirmé, donc ça va peut-être vous paraître un petit peu fastidieux, mais enfin, je voulais vous montrer, vous faire une petite introduction sur le numérique, un peu pour faire la transition justement avec le côté musée de la microfolie, qui est en fait une base de données, donc qui sont des œuvres mais qui sont déjà numérisées, et donc le numérique est apparu en fait au début comme des supercalculateurs, puis en fait toute l'idée de créer, de considérer que tout ce qui est vivant est de l'information et qu'on peut en faire des données et de trouver ce langage de 0 à 1. Donc ça s'est beaucoup développé après la dernière guerre, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu tout un ensemble de scientifiques qui avaient travaillé, qui avaient besoin de calculs, tout ça, qui ont créé la bombe atomique. Et donc, au départ, si vous voulez, ces données se visualisaient par des diagrammes, des tableaux, enfin, on pouvait faire des calculs, etc. Et petit à petit, en fait, sont venus d'autres usages, et notamment l'image a pris une très grande importance. Donc moi, j'avais eu la chance d'assister au début des années 80 même, à un forum qui avait lieu tous les ans, qui réunissait des scientifiques et des informaticiens, des industriels, des institutionnels du monde entier, qui s'appelait Imagina, parce que j'écrivais beaucoup sur la photo à l'époque, sur la photographie et après sur la vidéo. Et donc ce rendez-vous Imagina, en fait, m'a ouvert les yeux sur ce qu'on pouvait faire avec cette technologie, bien avant qu'elle soit mise en usage par le grand public, enfin pour le grand public. Il y avait déjà, et en fait, il y avait déjà à peu près tout. Il y avait la 3D, il y avait la réalité virtuelle avec les casques, on voyait la téléprésence, le télétransfert, etc. Enfin, tout était déjà prévu, enfin, comment dire, observé, étudié et progressait d'une année à l'autre. Et c'était assez extraordinaire. Alors à l'époque, j'ai essayé de faire des papiers dans la presse, mais personne n'en... Enfin, j'avais beaucoup de mal à les placer parce que tout le monde trouvait ça très aride.
Mais voilà, il se trouve que l'image, alors attendez, je vais passer un peu vite, il se trouve que je parlais de l'image, en fait l'image est devenue le langage finalement, puisque la langue, maintenant la langue du numérique c'est plutôt l'américain, l'anglo-saxon disons, mais au niveau universel, c'est-à-dire planétaire, on dira, c'est l'image, effectivement, qui parle à tout le monde. Et cette image numérique, elle a des propriétés que n'avaient pas les images, que n'ont pas les images analogiques. C'est-à-dire que cette image numérique, donc vous êtes sans doute au courant, enfin vous avez tous suivi ça, cette image qui peut se changer parce qu'on peut intervenir dessus de plein de façons différentes et donc on ne sait plus à un moment quel était le début de cette image, quelle était l'origine de cette image, servait à plein de choses, aussi bien pour l'architecture, le dessin industriel, pour plein de choses. En fait, on pouvait reconfigurer un monde alternatif, en fait. On voyait qu'un monde alternatif était en train d'apparaître. Alors, par exemple, pour parler de cela, moi j'ai pris l'exemple de ce photographe qui à l'époque avait beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Keith Cottingham, qui est un Californien, et qui avait créé un buste de lui-même, qu'il avait scanné, et ensuite il avait fait des portraits, alors un portrait de lui jeune, et puis ensuite des jumeaux, et ensuite des triplés, et donc en fait c'était toujours lui-même qui était sur l'image, et il y avait cette histoire de l'illusion, de l'artificiel, du vrai, du faux, qui s'imposait de plus en plus, cette idée qu'il fallait vivre dans ce monde où il y avait une partie d'illusion, une partie de jeu aussi, et qu'il fallait s'habituer, qu'on n'avait plus les mêmes repères qu'avant. Voilà. Je ne développerai pas plus que ça. Donc, en ce qui concerne le web, donc le web, lui, existait depuis 1969, mais il avait été créé par les militaires américains, mais finalement c'était plutôt les universitaires qui s'en servaient pour communiquer en fait entre eux. À un moment, il y a eu cette expression, au début des années 90, il y avait cette expression de créer des autoroutes de l'information, c'est-à-dire commencer à mettre des câbles sous-marins, etc., pour faire voyager les données. Et donc, ensuite, on est passé au web, parce que des scientifiques ont trouvé un protocole qui s'appelait le HTTP, qui permettait de mettre, si vous voulez, dans les données qu'on envoyait sur ces réseaux numériques, de mettre ce qu'on appelait de l'hypertexte, c'est-à-dire qu'on pouvait, dans les pages, il y avait des endroits où on pouvait cliquer et on se retrouvait sur un autre site, en fait. Et donc en fait, on créait comme ça, on tissait comme ça une toile, et d'où le nom du web. Alors, voilà les premiers moteurs de recherche qui étaient faits par des étudiants californiens en général, et donc vous voyez tout ce qui est en bleu, ce sont les liens, c'est des endroits où on peut cliquer pour se retrouver dans un autre site. Et donc c'était déjà l'idée de portail, où on pouvait aller on était dirigé en fait ailleurs. Voilà. Et donc le web, oui c'est ça, distribuait en fait les contenus. Voilà, il y avait des sites qui distribuaient les contenus.
Alors, c'est à ce moment-là que j'ai créé Synesthésie. Donc, comme je vous ai expliqué, j'avais compris que le numérique était important et que ça allait devenir quelque chose de très important, surtout quand j'ai vu que le web, l'arrivée du World Wide Web et cette possibilité pour tout le monde d'y participer. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des universitaires, en fait, qui m'ont proposé de m'aider à créer ce site. Et j'ai décidé de faire une revue parce que j'avais déjà fait des revues sur l'art et donc j'avais encore, enfin bon, j'avais envie de continuer, j'aime beaucoup éditer, publier. Donc j'ai décidé de faire une revue qui parlerait de l'art, mais qui parlerait aussi de la société, c'est-à-dire qui parlerait de tout ce qui allait changer dans la société, mais aussi dans notre mentalité, en fait, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies. Donc, je l'ai appelé Synesthésie. Alors ça, c'est le numéro 2, vous voyez, il est très sobre par rapport à ce que vous avez vu avant. Et je l'ai appelé Synesthésie parce que, bon, alors c'est un peu un clin d'œil au 19e siècle, mais c'est bon, en fait, c'est l'idée de la sensorialité. Alors, c'était déjà l'envie de mettre de la de ne pas oublier la sensorialité dans ces environnements très froids, finalement, très froids, très lisses. Et aussi parce que sur le web, on pouvait mettre du texte, de l'image et du son. Donc, on pouvait déjà allier 3 sens. Et par contre, pour l'odorat et le goût, c'était plus compliqué. Enfin, 3 sens, je veux dire, on pouvait aussi mettre... enfin, je considérais que le toucher de la souris, et on a vu la semaine dernière une pièce de Jamel Koken, Geste, que le toucher de la souris, c'était aussi haptique, enfin, c'était une forme de sensorialité. Voilà. Donc j'ai fait cette revue, ça c'est le numéro 2. Le numéro 1, en fait, je ne l'ai plus, je crois, enfin je le retrouverai peut-être un jour, mais j'ai encore des disques durs que je n'ai pas lus, que j'arrive pas à lire. Et puis, donc il y avait une pièce, par exemple, de Joël Hubaut, qui s'appelait Clom, qui était un début de tout un programme qu'il a développé pendant des années. Et Joël Hubaut, en fait, c'est un artiste français, mais qui était apparenté au groupe Fluxus. Donc c'est pour dire que déjà à l'époque, même si le numérique m'intéressait, j'étais très intéressée aussi par l'art contemporain ou l'art d'avant l'art contemporain, enfin qui était déjà un art contemporain, mais enfin quelque chose qui fasse, enfin qu'il n'y ait pas de rupture. Voilà. Pour moi c'était très important qu'il n'y ait pas de rupture. Voilà Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Prends place. Voilà, donc j'ai fait. Alors chaque numéro de la revue avait une thématique. Donc, par exemple, et chaque numéro changeait de graphisme, enfin de design graphique, disons. Par exemple, il y avait un numéro sur l'image, justement, que j'avais appelé Transimage. Il y avait, vous voyez, cette page d'accueil du numéro 6, qui était complètement différente de celle d'avant. Et voilà, et on arrive à la fameuse année 2006. Donc je vous passe tous les détails parce que Synesthésie, il y a eu beaucoup de choses. On était très actifs. Et voilà, en 2006, à quoi ressemblait Synesthésie. Donc vous voyez, le son fait en même pas 10 ans, enfin en quelques années. C'est incroyable. Donc là, vous aviez la possibilité de... Ah. Bon. Voilà. La possibilité, enfin, vous aviez différentes petites icônes qui permettaient, alors je ne sais plus très bien quoi. Enfin, il y avait de l'actualité, il y avait un agenda, il y avait
les revues. Là, on en était à la revue numéro 17 déjà en 2006. Il y avait un lien sur l'exposition Vision d'Air. On avait aussi un autre programme. Quand on ouvrait le site, on pouvait entendre de la musique. Et il y avait des compositeurs qui nous faisaient des petites compositions de musique qu'on appelait Music for Homepage. Donc le CAV, le Centre d'art virtuel, des chroniques sur des expositions, etc. Enfin, voilà, donc c'était quand même une espèce de plateforme en fait qui permettait d'entrer dans plein de choses différentes. Alors donc en 2006, Synesthésie était associée à la Biennale Art Grandeur Nature. La Biennale Art Grandeur Nature, c'était un événement qui était organisé tous les 2 ans, donc bien sûr, par le conseil départemental, qui s'appelait à l'époque Conseil Général. Et on a été associés à partir de 2004 pour les 3 dernières biennales. Donc, alors cette biennale, il y avait toujours une thématique aussi. Et puis, elle se faisait, elle réunissait des programmations qui étaient faites par différents lieux d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis. Donc, Synesthésie faisait le catalogue et le site de cet événement, plus une programmation propre. Pour cette biennale, voilà, je vous ai apporté le catalogue. Vous pourrez le regarder. Donc pour cette biennale, j'avais la thématique, c'était les mutations urbaines. Parce que déjà, à l'époque, il y a 20 ans, la Seine-Saint-Denis est en train de changer profondément. Un petit peu d'ailleurs comme le monde entier changeait. C'était ce qu'on appelait la globalisation, et le web n'était pas vraiment étranger à ça non plus, bien sûr. Il y avait une espèce de formatage urbain un peu partout dans le monde, avec comment dire, des nouvelles façons d'appréhender l'urbanisme. On retrouvait partout dans le monde des data centers, qui commençaient, des centres d'affaires, des transports. Voilà, il y avait vraiment comment dire, une espèce d'uniformisation qui commençait, mais on ne le vivait pas comme ça, mais on le constatait. On ne se disait pas que c'était de l'uniformisation, mais on constatait qu'effectivement, on retrouvait un peu les mêmes choses un peu partout. Et en même temps, Google Earth, donc, qui était cette application qui existe toujours, qui était le projet titanesque de Google, mais qui finalement a marché, qui était de scanner le monde entier avec rue par rue, maison par maison, etc. Et on ne dira pas que c'est comme ça pour le monde entier, mais c'est comme ça pour pas mal d'endroits dans le monde. Donc c'était une espèce de vue surplombante comme ça, on arrivait du ciel, on était en orbite, et puis on choisissait un endroit et on arrivait dans cet endroit et on découvrait les images, etc. Donc ça participait aussi de cette homogénéisation du monde en fait. Il n'y avait plus de frontières, on était comme ça dans des visions de surface. Alors j'avais appelé l'exposition Vision d'Air, AIRES, donc vision de surface, et en même temps il y avait aussi l'idée de visionnaire, etc., bien entendu. Voilà, donc ça c'était le site qu'on avait fait pour la Biennale Art Grandeur Nature, où il y avait les laboratoires d'Aubervilliers, il y avait la brasserie Bouchoul à Montreuil, le forum de Blanc-Ménil et un autre, je ne sais plus qui était l'autre partenaire. Voilà. Ça devait être Synesthésie, je pense. Et nous arrivons donc à Simon Boudvin. Alors, pour cette biennale, je dois dire, je ne vais pas
montrer là, mais je vous le montre comme ça. Il y avait aussi une autre artiste qui est présente ici, qui s'appelle Jessica Labelle, et qui avait fait une base de données, enfin, peut-être elle pourra en dire deux mots d'ailleurs, en fait. Elle avait fait une espèce de jeu vidéo, en fait, qui avait pour territoire la Seine-Saint-Denis, et on pouvait, enfin je me souviens plus très bien ce qu'on pouvait faire, mais on déclenchait des actions en fonction des infrastructures de la Seine-Saint-Denis. On pouvait compter combien de stades il y avait en Seine-Saint-Denis, combien d'autoroutes, etc. Enfin, il y avait tout c'était une espèce de portrait de la Seine-Saint-Denis très ludique. Voilà. Et quant à Simon Boudvin, donc il a fait des images, donc c'est pour ça que je vous ai parlé des images au début, qui va vous présenter, bien entendu, où le territoire de la Seine-Saint-Denis est aussi acteur, en fait, avec à la fois cette voie ferrée, ces voies ferrées qui traversent le territoire de la Seine-Saint-Denis, et ces bâtiments industriels, tous ces équipements, en fait, qu'on reconnaît sans reconnaître vraiment. Enfin, ce sont des visions qui sont à la fois familières et qui sont un peu très intrigantes, comme si le monde était en train de changer. Voilà, enfin, c'est une interprétation. Voilà, donc je conclus. Donc maintenant, le site n'existe plus. Il y a eu, bon, je vous passe les détails, pardon. Et donc, mais par contre, j'ai gardé les données numériques, enfin une partie en tout cas. Et l'ambition, c'est que cette collection d'œuvres d'art, il y en a une trentaine environ, peut-être même un peu plus, puisse être restaurée en fait, et peut-être avoir une seconde vie. Voilà. Et ben voilà. Ah oui, et voilà. Et je voulais conclure parce que je suis allée samedi dernier à la basilique de Saint-Denis pour voir Métropolis sur grand écran, accompagnée à l'orgue. Il y avait 1000 personnes dans la basilique, c'était quand même pas mal. Et c'était vraiment extraordinaire, c'était la version remasterisée. Et donc, dans ce film, j'ai noté une phrase qui revient 3-4 fois. Donc voilà, je vous livre en conclusion. Donc c'était un film qui avait été fait en 1927. Et cette phrase qui revenait, c'était « Entre le cerveau et la main, le médiateur, c'est le cœur ». Voilà, donc disons que je considère que l'art, c'est un peu quelque chose qui vient aussi du cœur, qui ne vient pas que de la main et du cerveau, et que c'est peut-être ça qui peut aussi humaniser toutes ces technologies qui nous font quand même un peu peur actuellement, avec tout ce qu'on raconte sur l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Alors, je passe la parole à Simon. Enfin, j'ai une double formation des Beaux-Arts, de l'atelier de Giuseppe Pennone des Beaux-Arts. Je suis sorti en 2003, et l'école d'architecture de Paris-Malaquais, que je terminais en 2005. Donc j'étais un très jeune artiste en 2006, quand tu m'as invité à participer. Et à l'époque, ce que je bricolais au sortir de l'école, c'était des photomontages. Donc c'est pas directement lié à Internet, mais en tout cas à l'informatique, qui apparaissait dans nos vies. Je me rappelle, on fait vraiment de l'histoire. On avait eu à l'école, j'étais la première génération des Beaux-Arts à avoir une adresse mail enspa.fr, je me rappelle. Et les premiers Mac arrivaient dans une nouvelle salle informatique, et
voilà, j'avais accès à des outils auxquels j'avais pas accès dans la vie. On passait des soirées dans ce laboratoire informatique avec des amis. Et je bricolais des images, des photographies que je prenais moi-même, et où j'essayais de faire le lien entre mes études d'architecture et mes études aux Beaux-Arts, en faisant comme des projets architecturaux, plutôt que de designer des bâtiments qui étaient de l'ordre de ready-made architecturaux. Et inversement, du côté des Beaux-Arts, je composais des images sous forme de photomontage tel qu'on faisait autrefois avec des ciseaux, mais par Photoshop. Et donc voilà, ces petites images impactantes avaient marqué un peu les jurys, mon petit public, et le système était simple, c'était à chaque fois d'assembler deux éléments très communs, des pavillons avec des toits double pente, tels qu'ils peuvent s'emboîter naturellement comme un enfant pourrait les emboîter, ou une grange, un hangar en tôle dans l'empiètement d'un pilon-chat. Voilà, je présentais ça comme ça, des petits tirages. Il y avait des maquettes aussi, là on voit une barre de logement avion. Donc là, ces photomontages, il y en avait 4 qui correspondaient à 4 châteaux d'eau sur le long de la voie ferrée. Voilà, je leur avais ajouté à moitié des programmes, ils étaient percés de fenêtres, on avait un transformé en observatoire, un autre avec des tuyaux qui avaient l'air d'un, je sais pas, quelque chose de plus lié à la pétrochimie. C'était plutôt ton sur ton, quoi, hein. On était un peu sur du vestige industriel. Et c'était présenté sur c'était pas un Google Earth, c'était pas Google Maps, mais c'était une photo aérienne pour laquelle j'avais fait c'était fait maison, c'était à l'époque, on pouvait bouger, donc c'était limité, on pouvait zoomer dedans, puis on avait ici la position de ces châteaux d'eau. Voilà, parce que jusqu'à présent, on avait les clichés, en photo aérienne, on avait les clichés IGN, format de 50 cm ou d'1 mètre, et qui commençaient à être numérisés et diffusés. Donc on est entre Bobigny et le Noisy-le-Sec. Je reprends après les photomontages, voilà, et en fait, assez rapidement, donc j'ai commencé à faire du photomontage en 2003, 2006 on fait ça, mais déjà en 2004-2005 je me pose des questions sur cette production de photomontage qui avait un côté assez facile et publicitaire, et à Séoul, enfin en tout cas en Corée du Sud, là c'est pas Séoul, c'est à côté, je tombe dans la ville sur un avion comme ça qui a été racheté à la casse et installé dans la ville pour être transformé en restaurant. Puis du coup j'en cherche d'autres, et toujours en 2015 j'en trouve un deuxième, bizarrement réassemblé, encore un quelques années plus tard, et même un 747 en la ville de Mianji. Donc je me disais, mais en fait, le photomontage il est déjà là, toute la logique du collage est déjà là, j'ai juste à prendre le cliché, et j'avais fait complètement marche arrière, puisque j'allais même faire la photo avec une chambre, vraiment à l'ancienne, et il n'y avait plus du tout d'informatique dans le processus. Et pareil avec les châteaux d'eau. Ensuite j'ai cherché des châteaux d'eau, mais je pourrais très bien trouver des châteaux d'eau qui ont été reconvertis en habitation ou en programme divers. J'ai cherché plusieurs châteaux d'eau pour essayer de refaire une petite série. Vous voyez la série de Bernd Hila Becher. Là c'est pareil, c'était une photographie à la chambre avec le même ciel gris mais en couleur. Et dans quelque chose de post-mode comme ça. Et on retrouve l'observatoire tel que j'avais imaginé.
des doubles fûts, donc voilà, avec des assemblages typologiques comme pouvaient le faire les bêcheurs. Et on retrouve le blanc ménil, justement, que je découvrais à l'occasion de ce festival, et un autre dont j'ai oublié l'adresse. Je passe tout très vite, hein, mais en parallèle, j'avais cette idée en architecture de ne pas vouloir me poser des questions de style et de design, mais de jouer avec des éléments existants. Donc ça m'avait mené à faire ces petits montages de ce que j'appelais à l'époque des ready-made. Et en parallèle, je m'intéressais à une genèse beaucoup plus matérielle et matérialiste des bâtiments. Et avec ce petit truisme de bac à sable très simple, c'est que quand on construit un bâtiment quelque part, on extrait la matière ailleurs. Et donc on construit en parallèle deux espaces. Un qui est dessiné, désiré, financé, et qui fabrique un patrimoine, et de l'autre côté, un qui en est l'empreinte, comme on dirait aujourd'hui, où on va sortir, que ce soit la pierre, le gravier, et qui crée, on peut retrouver en creux le volume des murs des bâtiments, comme ça, comme des espaces en creux. Donc j'en avais visité, il y en a beaucoup dans l'Oise, il y a des catacombes dans les environs de Paris, sous Paris, mais il y en a beaucoup, surtout dans l'Oise, en Bourgogne. J'ai comme ça visité des carrières de pierre, de taille, qui ont fourni la pierre à la construction de Paris. Donc, ce sont comme les sœurs cachées de ces bâtiments, et ce sont des espaces complètement sombres. Et pour les photographier, je me suis posé cette petite équation, comment j'allais les photographier. Donc j'ai choisi d'y aller avec un groupe électrogène et 5 néons. Et je posais pour la dernière, je pense. Parce que il y a cette logique aussi de l'image construite, d'une exploration des espaces, de l'intérêt que j'ai toujours pour l'architecture et ces questions. Je termine sur celle-ci qui caractérise bien ce que sont les carrières de pierre et les carrières souterraines. C'est une carrière qui est dans l'Oise, et en fait, ce qu'on voit ici, c'est le sommet de l'ancienne colline qui était comme ça. Et la colline, elle a été évidée sur plusieurs niveaux, et le dernier niveau s'est effondré. Donc en fait, là, on est dans le cratère de cette colline effondrée, d'où est resté un vestige comme ça de cette carrière. Alors, une forme de ruine, mais une ruine de ce qui n'a jamais été un bâtiment. Et on ne parle pas, je dis jamais d'une montagne à part de l'éduc, une montagne qui est tombée en ruine. Et voilà, donc on est dans un entre-deux qui m'intéressait à l'époque comme ça. Voilà, depuis je fais surtout des livres, donc c'est vrai que maintenant mon espace pour diffuser la photographie, mon espace favori, ça reste quand même l'espace des publications et des livres. Je pourrais vous en montrer si vous voulez. D'ailleurs, j'en ai refait un sur les carrières il y a peu de temps, en 2022, sur les carrières de l'Oise, avec les éditeurs de Building Books. Celui-ci, c'est sur les formes des tabourets dont je bernois. Celui-là, c'est sur les élantes de Bagnolet-Montreuil. Ça, c'est sur l'architecture héroïque des années 90 en Normandie. Ça, c'est sur la brique à Moucron, à la frontière belge. Bon, bref, voilà, il y a plusieurs livres comme ça qui ont été édités ces précédentes années. Et donc, il y a un 1%, je crois, que tu as fait dans un lycée un collège, pardon. Ouais, j'ai un autre. Le Montreuil. J'ai un autre PDF que je peux vous montrer, qui est un peu plus lourd.
Ah oui. Je ne l'avais pas prévu, mais du coup c'est un PDF qui contient plein de choses différentes. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est qu'on retrouve des choses une manière de présenter mon travail qu'on retrouve, qui était déjà présent dans ce qu'on avait fait, puisque c'est le PDF que je montre habituellement pour mes conférences, et je situe à chaque fois les projets avec une carte photographie aérienne. Donc là c'est le col, je ne vais pas vous faire toute la conférence, mais là c'est le col de l'échelle dans les Alpes. C'est une exposition qui est un peu levée. Voilà, ils ont réactivé à Pouche, les commissaires ont réactivé cette expo qui a eu lieu, je ne sais plus, en 2018. Et voilà. Bon, bref, en tout cas, à chaque fois, ce sont des travaux situés, c'est sur justement les carrières de l'Oise, avec de la photographie plus documentaire maintenant, comme c'était le cas aussi ici avec les échelles, et des sculptures documentaires aussi, donc c'est-à-dire sur place, soit je prends l'échelle en photo, soit je demande au propriétaire si je peux leur emprunter la photo, emprunter l'échelle et l'exposer telle quelle le temps de l'expo comme un prêt. Et là, la même chose, il y a un déplacement de blocs de pierre qui va bloquer comme un petit salon comme ça le temps d'une expo à Versailles. C'est ce que tu appelles ready-made. Non, ça c'est plutôt ce qu'on appelait, quand on était étudiant, on appelait ça la sculpture documentaire. On a mis beaucoup cette idée-là. C'est attaché à un territoire et qui raconte une histoire. Là, pour le coup, c'est très documentaire, parce que ça, c'était un travail que j'ai suivi pendant 5 ans. Je faisais le 1% d'un musée du folklore, enfin, le musée d'histoire de la ville de Moucron. Je faisais partie de l'équipe avec les architectes V+, une agence de Bruxelles. Et je leur avais proposé qu'on fasse les façades du musée en briques de Ramplois. Et donc j'ai documenté pendant 5 ans la démolition de 8 bâtiments, des entrepôts, une ferme, des usines, des maisons ouvrières, une villa bourgeoise, un couvent, un cinéma, et récupérer 30 000 briques comme ça avec lesquelles on a fait les façades du musée. Et voilà. Donc là c'est la même chose, il y a un déplacement de matériaux, extrait de son contexte, documenté. Là, il y a même des briques cartels qui relient à la documentation, qui permet de dire que les briques de ce mur sont faites avec les briques de l'usine Flamme, ça c'est l'entrepôt de la Royenne. Je ne sais pas pourquoi je vous montre tout ça, mais c'était pas tout refaire. Le sujet de 1% à Montreuil. À Montreuil, oui. Ça c'était le dernier sur le Japon, le carnage au Japon, ça c'est les motifs. Dans la revue de Mousse, les numéros des années 80 de la revue de Mousse. Et voilà. Montreuil, Bagnolet-Montreuil, donc voilà, Port de Montreuil. Silencieux photo. Ouais, non, c'est ça, c'est pareil avec il est tourné dans ce sens-là. Ouais. Et pendant 10 ans, j'ai photographié les élantes, ces arbres qui poussent spontanément. J'en voyais plein dans le quartier, à peu près dans toute la région tempérée du monde, et qui sont aujourd'hui considérés comme des espèces exotiques envahissantes. Ouais. Et j'ai emménagé à Bagnolet en 2006 aussi, la même période. Et entre 2011 et 2021, j'ai systématiquement photographié les élantes et je les avais répertoriées sur une carte. Il y avait un peu plus de 500 situations qui étaient documentées comme ça sur 10 ans. Donc j'en ai fait un livre avec les éditions B42 il y a quelques années. On voit le travail cartographique et voilà, des photos de différentes situations. Voilà. Ok, je sais pas. Peut-être vous avez des choses à dire ou à demander ou à constater ou à exprimer. Effectivement, c'était assez
assez drôle. C'est drôle cette démarche qui au final au départ partait de l'imaginaire et qui s'est retrouvée, tu as retrouvé des traces dans le réel, quoi. Voilà. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, si on prend nos photos de... Je peux dire. Si on prend nos photos de 2000... en fait, là, c'est surtout du temps passé sur le terrain, à explorer des friches, à répertorier ces châteaux d'eau, à faire de la photo. Je me rappelle qu'ils étaient abandonnés, hein, tous ces châteaux d'eau. Je pense qu'ils servaient aux locomotives à vapeur avant, plus que pour le réseau d'eau potable actuel. Et j'étais même rentré dans une des citernes. C'était une impression très forte. Et voilà, après un peu de travail de montage. Mais finalement, j'en garde toujours un travail situé. Enfin, chaque travail a une adresse. Voilà, ça part toujours d'un territoire. Et puis d'une exploration, et que cette exploration elle soit... que le travail soit un bon prétexte pour se retrouver à explorer ces territoires-là. En regardant ces photos, je me pose la question de la permanence de la colline dans ce travail. Enfin, je vois comme ça, je veux dire ce que vous avez pu faire, mais ça évoque les ruines d'un monde antérieur, quelque chose de vestige, de post-mode, grosso modo, c'est modernité en ruine, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en diriez? C'est une impression... Et même une post-ruine peut-être, la friche, enfin le côté quand ça devient une friche, c'est-à-dire ce qui est passé est terminé, mais c'est en train de devenir autre chose. Ouais, à cette époque-là, j'étais très sensible à ça. Hein. Puis aux idées de la taille croissance, de l'entropie. Ça est moins le cas maintenant. Mais à l'époque, oui. Ouais. Alors, en fait, ce que je trouvais intéressant dans les présentations, c'est la récré. C'est la fin de la récré. On va pouvoir avoir un coup après. C'est la question des démarches, en fait. Donc, d'une part, tout ce lien avec la démarche artistique, située par rapport à la question architecturale, et puis en même temps toute cette arrivée du numérique qui en fait offre au final plein d'opportunités qu'on n'avait pas imaginées jusque-là, et qui font que justement je ne suis pas sûre qu'on reste dans cette image de ruine à partir du moment où il y a toute cette transformation qui donne à voir la vie, qui donne à voir le fait que la carrière sombre devient un espace très lumineux, que voilà, tout est fait avec des techniques aussi photographiques ou de photomontage, etc. Et qu'au final... Pour justement la carrière, il n'y a rien de numérique. Non, je veux dire la multi-exposition. J'ai fait un raccourci parce que je voulais parler de toutes les techniques utilisées, que ça soit le photomontage ou les multi-expositions. En fait, c'était le photomontage au départ, et après il est revenu à une démarche de documentation. Voilà. Et quand même, la documentation, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le numérique, je trouve, parce qu'on archive énormément, on garde beaucoup de choses, l'information circule. C'est plus facile, mais Berthe et la Bécheur, ils n'ont pas attendu le numérique pour Oui, mais il y a plein de
Maintenant, il y a plein de banques et il y a des chats. Non, c'est plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Et puis on y pense aussi, je crois, peut-être aussi à. Il y a cette histoire de données, de contenu, de données, etc. Ouais. Mais en fait, il y a toute cette question de matérialité aussi qui émerge et qui est donnée à voir d'une autre façon que celle qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on aborde la question de la matérialité, soit par les aspects très techniques, soit par les aspects constructifs, etc., et moins par rapport à tout cet inventaire. Voilà. Et puis côté, je sais pas comment dire, mais employer le terme concave, j'ai vu, donc l'invisible, de montrer l'invisible en fait avec les carrières, du met en relief, disons, ce qui est disparu, mais qui est responsable de la forme actuelle. Pour moi, ça fait aussi penser presque à la science-fiction un petit peu, quoi, tout simplement. Enfin, il y a un petit peu de science-fiction, multiverse, un peu les univers parallèles. Enfin, là, c'est un peu à la mode en ce moment. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant dans ton récit sur ton évolution artistique. C'est un moment charnière où tu as trouvé l'avion en Corée du Sud. Et que finalement, ce n'était plus nécessaire de coller l'avion sur une maquette, quelque part. Que, en fin de compte, le côté peut-être un peu absurde, où les choses, les collages existent de fait. Se font, se font et sont déjà là. Et donc, je trouvais intéressant ce côté absence de l'œuvre, quelque part, et que toi, tu es artiste, il suffit de chercher quelque part, en fait. C'est cette recherche, comme les échelles. Mais c'est juste que j'étais très très lent, parce que j'étais étudiant de Giuseppe Pellon, et c'est l'enseignement de son travail. C'est-à-dire, on ne va pas imposer une forme en matériaux, on va révéler, on va se faire les archéologues d'une forme antérieure à ce matériau, en faisant que le ciseau à bois suive le fil du bois pour appeler une chaîne arme dans la poudre, etc. Et finalement, c'est ça, l'exposition des échelles, c'est ça, c'est retrouver sur place des énergies, des choses existantes, et surtout, je cherchais à rien inventer, mais à révéler. Et à révéler. Voilà. Mais là, le hasard entre... C'est un peu la même chose avec ce château d'eau où je fais un assemblage moi-même, et puis on retrouve ici. Oui. C'est fou. C'est plus fort que de le trouver, hein. Je trouve de le trouver que de l'imaginer. En fait, tu es tombé dessus par hasard en plus. J'ai quand même enquêté pas mal pour trouver ce château d'eau. Mais par Internet. Par les forums. Non, moi, je ne sais plus c'est quel philosophe grec qui disait que toutes les idées elles étaient partout, enfin, qui voyageaient plus que nous. Donc, si l'idée existait, elle était venue à la tête aussi, peut-être. Elle était déjà là. Elle était déjà là. Je trouvais plein de trucs aussi. Ah bah oui. J'ai l'impression, personnellement, j'ai l'impression que j'étais aussi vraiment impressionnée par le fait que ça a commencé avec du collage, qu'il y a de l'ajout. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'ajout, vu qu'il y a le collage qui existe en réalité. J'ai l'impression, moi ça me fait vraiment écho par rapport à l'écologie, et j'ai l'impression que c'est un thème qui se retrouve, où cette question de l'ajout, de la réduction, où on prend quelque chose, on va le mettre autre part, c'était là depuis le départ avec la question du collage. Je trouve que ce serait intéressant. Du recyclage. Oui, du recyclage, du collage, pour se rendre compte que dans la réalité, il y a déjà des choses qui existent, pas besoin d'ajouter. C'est vrai, mais c'est lié aussi à l'histoire de l'art. À un moment donné, je me suis dit, beaucoup de choses ont été faites, et avec
avec une image de l'artiste pionnier qui devait trouver l'idée ou produire une image qui n'avait jamais été faite. Et je me suis dit, mais moi j'ai pas envie d'ajouter quelque chose de nouveau. J'ai juste envie de le regarder avec attention. Donc ça, c'est l'écologie, je pense. Ouais. Est-ce que vous aimez, enfin, comment ça se rejoint dans la démarche architecturale? Vous faites de l'architecture toujours? Alors non, moi j'ai jamais passé mon diplôme d'architecture en tant qu'artiste. Et maintenant ça fait 8 ans que j'enseigne en paysage. Ouais. D'accord. Bien. Géraldine, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je vais vous dire merci. Merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à la microphonie. Merci à Simon Boudvin. J'étais très heureuse de l'accueillir ici. Et à Anne-Marie Maurice, évidemment. On vous invite maintenant à boire quelque chose. Peut-être, je crois qu'on a ramené juste... Oui. C'est pas de l'alcool. Et surtout, ceux qui le souhaitent, ceux qui ont envie de rester encore, qui ont encore un petit peu de temps, il y a une très belle exposition ici dans le collège à l'étage qui s'appelle Les Deux Mondes. Sylvain est là, c'est le médiateur de l'exposition, qui est un partenariat MNHI, donc le musée d'histoire de l'immigration, avec un travail co-construit avec la Courneuve et le département de la Seine-Saint-Denis. C'est vraiment très chouette. Donc si vous avez encore un peu de temps, on peut vous y emmener. Voilà, merci. C'est un peu un pilote, on dira, pour quelque chose qui aura lieu, je sais pas.